c'est le compte avec des AK. Mais qui est vraiment Dani Aïda? Misenekwe, et le M66 Vio, Soyi, et New York Nami, et Didjomi Kakeka, ya me Bogbolia, quand me mi va laisser ben kosubo, mais mia c'est à Mekebenia. Donc Dani Aïda est un expert togolais en gouvernance démocratique, développement institutionnel et management de l'innovation. Il est actuellement directeur résident senior de l'Institut national démocrate pour les affaires internationales pour la République démocratique du Congo et les pays d'Afrique centrale. Il est également fondateur et directeur général d'Africa Label Group SA, une société internationale de conseil en stratégie et management opérant dans leur pays africain. Donc, sa biographie, on va lire ça vite fait, partagez les gars, des coucou mi partagez. Dani Aïda est titulaire d'un Master of Science en innovation et entrepreneuriat de HEC Paris, d'un Master en Management du développement de l'Open University au Royaume-Uni, d'une maîtrise en droit public international de l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé au Togo, ainsi que d'un diplôme en communication et médias obtenu à l'IAG, Wits University, excusez mon anglais, acceptez-le comme ça, en Afrique du Nord. Voilà. Dani Aïda commence sa carrière dans le journalisme et la société civile au Togo, où il occupe notamment la fonction de coordinateur national de la concertation nationale de la société civile, CNSC Togo. Il s'engage activement dans la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne en partenariat avec diverses organisations togolaises et de la diaspora. En 2003, il contribue à la mise en place du Conseil national de surveillance des élections, CONEL, et à l'organisation de programmes d'observation électorale avec l'appui d'organisations canadiennes telles que Droit et démocratie et développement et paix. Il a également participé à plusieurs missions de plaidoyer auprès de la CEDEAO et de partenaires internationaux pour la démocratisation du Togo. Depuis 2004, il collabore régulièrement avec le National Democratic Institute, NDI, une organisation américaine soutenant les processus démocratiques dans le monde. Il est nommé directeur résident senior du NDI pour la RDC et les pays d'Afrique centrale, où il supervise des programmes de gouvernance, de participation politique et de renforcement institutionnel. En parallèle, il fonde Africa Label Group SA, une société de conseil actif dans plus de 30 pays africains. Pardon, j'ai perdu mon sérieux là-bas. Ok, Midjo, spécialisé dans la stratégie, la gouvernance et la transformation organisationnelle. L'entreprise a mené plus d'une centaine de projets pour des institutions internationales, dont la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque islamique de développement, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UCED et le PNUD. Et nous, Yatomi m'a envoyé cœurs, notre grand frère Dani Aïda Namia. Il nous honore de sa présence dans ce live, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Donc, il y a d'appeler grand frère, il y a l'école, on va, il y avait live, mais. Donc, en attendant, Mihle nous sous boalo, minoté, kim. Minoté. Mitro non c'est ya. Nenya ikotiadi. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellents, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, libre enfin, au nom du peuple togolais,
je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Merci beaucoup. Je vous prie de Suivez les aventures continuer. d'Orwell. Je vous prie de continuer à partager. Sur ce même panel, vous avez Maître Arnaud Kwasigan Agba. Oui, Maître Arnaud Kwasigan Agba. Il est une fois passé dans notre live. On n'a pas eu le temps de le présenter. Aujourd'hui, ça va être chose faite parce que Eyambe Mianya, grand frère Kewe, Ole Nomianti, les combats yami. Eyan, voilà. Donc, Maître Arnaud Kwasigan Agba est un avocat inscrit au barreau de Toulouse, docteur en droit privé spécialiste du droit des affaires bancaires et financiers. Fondateur de son cabinet en 2012, il possède une solide expertise en droit au RADA, immobilier commercial et des nouvelles technologies. Enseignant à l'université Toulouse, Capitole, il allie pratique juridique et académique. Parcours et expertise. Sa formation, il est docteur en droit privé, titulaire d'un master 2 en secteur financier et d'une maîtrise en droit des affaires. Au niveau de l'enseignement, il est qualifié maître de conférence en 2010. Il intervient en master 2 à l'université Toulouse, Capitole, garantie financière. Il a un cabinet, son cabinet fondé en 2012 à Toulouse est spécialisé en droit bancaire financier des sociétés commerciales et immobilières. Sa spécificité, je vais me blesser. Je suis trop contente d'avoir des gens comme ça sur mon truc. Je me blesse. Sa spécificité, expertise reconnue en droit OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et en droit de l'informatique télécommunication. Togo. Quand on parle d'Ablorevi, ça sonne comme quelque chose dans le nord du Togo. En toute sincérité, actuellement, en tout cas, même quand nous étions jeunes à l'école, ça ne dit rien à un homme du Nord quand on parle d'Abloré. D'accord. Aignan. Parce que, vous savez, quand le feu Adema a pris le pouvoir en 1967, je pense que tous les Togolais le savent, hein, il a mené un combat âpre contre le système Abloré dans le nord du Togo. Donc, Abloré dans le nord représente une catégorie de personnes ou une catégorie de clans que les gens du nord, en tout cas le mot là est rejeté. Ce mot-là est rejeté. C'est comme c'est l'apanage d'un certain clan dans notre pays qui pensent que pour eux, qui pensent que le Togo leur appartient seul. Voilà la conception que les gens du Nord ont du concept Abloré. C'est pourquoi le mot Abloré n'est pas vulgarisé dans le Nord et les gens ne savent rien de ça. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, commandant. Grand frère Dani Aïda, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci, Céline. Merci une fois encore pour l'invitation et le plaisir d'être avec mes frères, le commandant Olivier Ama et mon frère bien-aimé, Maître Arnaud Agba. Nous nous retrouvons souvent dans d'autres cercles pour échanger sur les affaires du Togo chéri. Et félicitations à vous. Toi-même, tu nommes votre groupe les... Voilà. Donc, je crois qu'on vous dirait, on vous appellerait les Pézudélandais. Donc, aujourd'hui, quand j'ai reçu, déjà hier, les appels de table ronde et aujourd'hui de chef canton, tu sais, le chef canton de Pézudé, quand il te convoque, tu laisses tout et puis tu réponds parce que il a su établir avec vous qui l'entourez d'autres une certaine respectabilité. Pour venir à la question, je crois que c'est une question un peu difficile, un peu épineuse qu'on va essayer de creuser. En gros, ta question revient à nous demander, est-ce que le nord de notre pays, de notre petit territoire-là, a participé activement à la lutte de décolonisation? C'est ça la question en réalité. Parce que... Après, on va arriver à cette étape.
Mais Oui, parce que quand tu dis ablorer, par exemple, c'est de façon générique, c'est comme un concept que une partie de la communauté togolaise a développé en ce moment de façon générique pour caractériser l'indépendance. Et c'est génial, c'est comme un fleuron, on peut diablorer et puis tout le monde est content. Et quand vous écoutez le message de Sylvanus Olympio proclamant l'indépendance, et quand il a prononcé le terme ablorer, je crois que ça a résonné parce que c'est un terme en langue togolaise. Vous voyez, on peut le prendre ainsi. Maintenant, chaque communauté, quand vous fouillez dans l'histoire, quand vous fouillez dans l'histoire ancienne comme récente, il y a des recherches qui continuent sur notre pays où nos compatriotes et même des étrangers font des recherches et publient des documents. Donc, au cours de cette émission, au cours de cette causerie, hein, j'appelle ça ainsi parce qu'on ne va pas trop se prendre au sérieux, on va causer entre nous Togolais pour voir ce que nous retenons de chaque aspect du pan de notre histoire, ce qu'on nous a appris et ce que des historiens de notre pays continuent aujourd'hui à divulguer parce que il y a encore des témoins de ce temps, certains continuent à disparaître, mais il y a des recherches qui ont révélé des choses. Et comment tout ça contribue aujourd'hui à édifier l'homme ou la femme du Togo, je crois que ce sont des aspects qui nous préoccupent parce qu'on est face à de grands défis où c'est difficile de savoir où on veut aller si nous ignorons d'où nous venons. Donc, encore merci pour ce thème que je trouve bien à propos. Et nous allons en parler de long à large. Et je suis content de partager tout cela avec mes frères Olivier et Arnaud. merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Grand frère, maître Agba, Bido Nyadela Sopia, s'il vous plaît. Oui, j'ai beaucoup à dire, Esseni. Merci beaucoup pour cette question. J'ai peur que personnellement, je tout en fait en même temps. Non. En fait, si on considère la culture togolaise ou alors les cultures togolaises, si on peut aller plus loin, je suis considéré comme du Sud, mais je suis né à Sokodé, où j'ai grandi d'ailleurs, et passant des vacances à Lomé, donc j'ai eu cette chance-là de brasser les deux niveaux culturels. Et personnellement, quand j'ai grandi, quand on parlait d'Ablodé, jusqu'aux années 90, parce que le 5 octobre 90, c'était un vendredi, je me rappelle encore, et pour moi, c'était un tournant dans l'histoire. Parce que avant cela, quand on parlait d'Ablodé, on voyait ça négativement. Et j'estime que c'est une question d'ancrage dans le passé, parce que l'information n'a pas été bien divulguée. Auparavant, on parlait d'Ablodé, et quand on parlait d'Ablodé, on parlait de Ablodé Sodia. Donc, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de tyrannie derrière, qu'on avait une sorte de rouleau compresseur contre le Togolais et qui ne se reconnaît pas dans une politique considérée comme rétrograde et réductrice, celle de Sylvanus Olympio. Sauf que ce n'était pas le cas, dans la mesure où, au moment où en 63 et en 67, l'armée est arrivée au pouvoir, on a essayé de dénaturer l'histoire togolaise. Du coup, les gens du Nord n'ont pas compris vraiment le sens d'Ablodé. Et là, à partir du 5 octobre 90, c'est là où les gens ont commencé à s'intéresser un temps soit peu à l'histoire, la vraie histoire du Togo. Et les gens comprendront en ce moment-là que quand on parle d'Ablodé, c'est une question de liberté. Et d'ailleurs, même, je me rappelle qu'à Sokodé, on parlait d'Ablodé et les gens répondent d'Ablodé Gbadja, Gbadja. Donc, en répondant, et ils ont ajouté Kezembidi, Amayei, une manière de dire que ils ont aussi leur manière de présenter ce qui constitue une locution du Sud. Donc, c'est dire que c'est une question d'information qui était mal passée, une question d'endoctrinement, et aussi le fait que quand on parle d'Ablodé Sodia avec une partie de l'histoire qui a été savamment occultée. Et là, d'ailleurs, même j'en veux un peu aux historiens togolais parce que j'estime que le travail de fond n'a pas été effectué. Bon, nous aurons l'occasion d'en débattre là, ou d'en discuter du moins, et je pense que nous aurons l'occasion de débrouiller tout ce qui semble occulte dans cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup à dire, malheureusement ou alors heureusement. Merci beaucoup, grand maître. Vous voyez, je savais que grand maître, c'est-à-dire, je savais. Genre, si on fait pas attention, en une phrase, le grand maître va faire toute l'émission. Mais tellement il est avisé sur toutes les questions, tout le sujet. Donc, Miato, je vous laisse souhaiter bonne arrivée aux invités et on va rentrer très vite dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Allez-y, les présidents, des chefs cantons.
Coucou, chef Printemps, sinon t'apprendre. Ouais, j'aimerais vraiment remercier tous nos grands frères. Excusez-moi pour ma voix, j'ai pris une grippe, mais je ne pouvais pas rater ce live parce que je tiens vraiment à participer, à être là, à apprendre, à vous écouter, nos grands frères, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Je crois que la fin de l'apprentissage, c'est au tombeau. Donc, aussi longtemps qu'on est vivant, qu'on apprenne, c'est bien d'approcher les grands frères qui s'y connaissent dans différentes matières pour qu'on puisse apprendre. Je suis vraiment honorée de pouvoir parler à des grands frères comme Dani Aïda, le commandant Ama, le grand frère Kwasi, Agba, Maître Agba. Et vraiment, vous nous faites honneur au canton de Pézindé. Moi, je suis du Nord. Pour être honnête, je sais qu'il y a eu les martyrs de Pia, je sais qu'il y a eu les trucs, mais vous savez, l'école au Togo, on a vraiment raté l'éducation. On nous a appris ce qu'on voulait qu'on apprenne. On nous a présenté ce qui arrangeait un certain groupe de personnes. Donc, quand nous apprenons l'indépendance du Togo, on a eu l'impression comme si c'était juste le Sud qui s'est battu et tout. C'est avec le temps, quand on a grandi, on a commencé à faire les recherches nous-mêmes, on a compris qu'au fait, c'était une question de tout le Togo. Et nous, les gens du Nord, on s'est sentis un peu écartés parce que c'était comme si c'était une question du Sud alors que c'était tout le Togo. Donc, c'est bien qu'on ramène ces sujets pour éclairer la population, pour qu'ils comprennent que quand il y a un problème, et quand il y a un problème au Togo, c'est tous les Togolais qui sont affectés et c'est tous les Togolais qui doivent se lever pour apporter leur pierre à l'édifice, comme ils l'ont fait dans le passé. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dada. Et merci d'avoir regroupé tous nos grands frères. Merci ici, vraiment, merci beaucoup pour tout ton travail dans Président la Tabron. Que Dieu te bénisse. Donc, Oprol, bienvenue vite fait à nos grands frères et puis on démarre l'émission de Merci à toi, Esseni. Merci aux grands frères d'être présents ici aujourd'hui pour nous édifier ici l'histoire du Togo. Maître Kwasi l'a dit tout à l'heure, la vraie histoire du Togo a été occultée au lieu d'être auscultée. Je pense que c'est l'occasion aussi pour nous d'apprendre suffisamment du commandant, du grand frère Dani Aïda et encore de mon cher maître Agba. Donc merci à toi, Eteni, merci à toute l'équipe pour cette belle thématique posée. Merci pour tout le protocole, merci pour toute ta présence et tout ton travail dans Président là tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Chef Canton, t'es là? Non, il n'est pas là. Bon, ok, nous allons démarrer. Hein. Maître Agba, grand frère Dani Aïda, commandant Olivier Amand, j'ai préparé un questionnaire pour vous et je pense qu'on va essayer de dérouler cela afin que on ne rate aucune partie de tout ce qui nous semble très important à comprendre avant que ce live ne prenne fin, pardon. Donc, pour commencer, y avait-il des nationalistes dans le Nord? Et quand je parle de nationalistes, je ne parle pas forcément des gens d'unité, du CUT. Mais est-ce qu'il y avait en gros des nationalistes dans le Nord du Togo? Je vais commencer avec le commandant, s'il vous plaît. Oui, Madame Esseni, merci pour la question. En tout cas, pour votre gouvernement, ma soigne au niveau de mes diplômes, so d'Arifiene à Messia Meba. Bah, c'est bon. Au niveau de l'armée, j'ai le diplôme un diplôme en maintien d'ordre, diplôme de haut niveau en maintien d'ordre, et je suis titulaire d'un diplôme d'état-major qui peut s'apparenter au Master 2 au sein de l'armée. Voilà. Quand tu es titulaire du CID, de l'école de guerre, c'est ça qu'on appelle le CID, là on peut considérer que c'est niveau doctorat au niveau de l'armée. Voilà. Donc, bravo, commandant. Ok, super. Ok. Donc, y avait-il des nationalistes dans le Nord? Bien sûr. Le Nord était truffé de nationalistes.
Ce que je peux dire, c'est l'arrivée au pouvoir du général Eyadema. Vous savez, comme il avait revendiqué la mort du premier président, donc il avait toute cette force de combattre le système Abloré dans le Nord. Avant Eyadema, Abloré, même si les gens du Nord ne comprenaient pas le mot Abloré, ça se prononçait. Mais quand il est arrivé, il a démarré un combat contre ce système, donc tout le monde s'abstenait. Alors, si bien que les jeunes qui sont nés après 67, dans les années 70 jusqu'en 80, n'ont aucune notion d'Abloré. C'est à partir de 90 que ce système, le mot est revenu, et bon, les jeunes l'ont rejeté, quoi. Parce que ils ont une autre idée de ce mot Abloré. Donc, il y avait plein de nationalistes dans le Nord. Même chez moi, à Pia, le canton de Pia était vraiment un canton de nationalistes, jusqu'à Kouméa. Voilà. Et à Kara, il y en avait. Et quand vous allez à Mango, à Dapaon, il y en avait plein. Même aujourd'hui, je peux même dire que le grand-père ou l'arrière, oui, le grand-père de Farida, par exemple, à Bassa, c'est lui qui collectait les fonds et marchait jusqu'à Blita, prendre le train pour descendre à Lomé avec la contribution de la région de Bassa. Bon, quant aux nationalistes de Kara, ils utilisaient le vélo, ils pédalaient de Kara jusqu'à Blita. Ils faisaient monter les vélos dans le train et continuaient. Et puis, il y avait d'autres personnes, la jeunesse truffée d'agents de renseignement qui donnaient des informations à la portion centrale à Lomé, c'est-à-dire Olympio, qui est le leader de tout ce monde-là. Donc, le Nord était bel et bien truffé de nationalistes. Merci. Merci beaucoup, c'est clair. Grand frère Dani Aïdania, Sonia Lekpenamia. Merci. Je crois que question elle est claire, c'est-à-dire au début il y avait nationalisme au nord vaillement. Voilà. Et j'entends pas nationalistes ceux qui sont attachés au pays et qui dans les actions ont contribué à la libération, à l'indépendance. Exactement. Voilà. Et je crois qu'il faut préciser une chose. Pendant longtemps, on a célébré ceux qui ont gagné les élections de 56 et de 58, qui ont conduit après à l'indépendance proclamée en 60. Et c'est la coalition Cuit-Juvanto qui avait gagné cette élection-là. Face à d'autres partis comme le PTP, comme l'UCPN et autres, qui étaient plutôt considérés comme des partis pro-administration coloniale. Donc, quand on célèbre l'indépendance, on peut considérer que pendant longtemps, on a privilégié la version des vainqueurs. Ben, au fait, quand vous prenez le PTP et l'UCPN, c'était pas des gens a priori qui étaient opposés à l'indépendance du Togo, mais ils allaient dans au rythme de ce que le colon de la France, qui à partir de 46 a commencé à vouloir par endroit organiser l'assimilation ou bien faire PTP, c'est bien le parti progressiste, pour que ça soit clair pour tout le monde. Exact. Voilà, quand PTP a progrès, pour que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, et puis, c'est la petite histoire. Moi, je suis du sud du Togo, je suis d'Azaoun, à 50 km de Lomé. Mais je peux te dire que mon grand-père, à l'époque, était le représentant du culte dans cette localité. Il était très fier c'est dans notre cour que la réunion s'organisait, pendant que ma grand-mère, sa femme, était très fière d'appartenir au progrès. Vous voyez? C'est ça la tendance de cette période-là. Là, je parle d'une dynamique familiale au sud du Togo. Maintenant, quand vous voulez transposer ça au niveau national, vous voyez les dynamiques qui existent. Donc, il y a des événements que des historiens togolais et étrangers ont retenus qui nous démontrent que dans les localités comme Tchamba, Dapaon, Sokodé et autres, il y a eu des événements majeurs de nationalistes qui ont organisé
par endroits des actions de désobéissance civile, hein, ou bien qui se sont battus, et des populations qui ont été traquées par le colon. Et tout ce monde-là se battait pour la libération du pays. Maintenant, il y a eu un événement ponctuel, élection en 58. Qui a gagné cette élection? Ben, c'est le culte. C'est eux qui étaient catalogués nationalistes. Vous voyez? Donc, si c'était les autres qui avaient gagné cette élection et qui voulaient se séparer de la France à un certain rythme différent du rythme que les autres disaient, on allait aujourd'hui, c'est leur version peut-être qui allait triompher. Donc, je crois que nous, Togolais, qui aimons notre pays aujourd'hui, on ne va pas passer tout ça là par pète et profit pour dire, voilà, parce que ceux-là ont gagné les élections, c'est eux seuls qui ont raison, donc la nationalité, c'est eux, les ablorévis, c'est pour eux seulement. Si on fait ça, ben, ce serait faire tort à ma grand-mère, qui à l'époque était fière d'appartenir au progrès et qui le faisait bien. Justement, grand frère Dani Aïda, j'aimerais bien comprendre ce côté. Donc, si je comprends bien, il faudrait qu'on prenne les progressistes comme des nationalistes qui ont essayé à leur façon, à leur manière de voir les choses, de sortir le Togo de ce que vous savez. Devons-nous le prendre comme ça? Ou est-ce que c'est comme ça on devrait le prendre? Voilà, merci pour parler. Vous savez, heureusement, il n'y a pas que le Togo comme État qui était confronté à ça. Il y a beaucoup d'autres États africains à l'époque, colonisés ou bien sous tutelle de la France. Général de Gaulle, parlant de lui, qui a fait le tour des capitales de ces colonies africaines, qui a été à Brazzaville, qui a été à Conakry et autres, qui a demandé, écoutez, si vous voulez l'indépendance immédiate, vous pouvez l'obtenir avec ses conséquences. Si vous voulez obtenir l'indépendance selon le rythme de la France, venez avec nous, graduellement, on vous donnera la liberté. Et à Conakry, on sait ce que Sékou Touré a dit, etc., etc. Olympio était de ceux-là qui voulaient l'indépendance immédiate. Et quand les élections étaient organisées sous le contrôle de la SDN, Société des Nations, donc qui est l'ancêtre des Nations Unies, ce groupe-là d'indépendantistes, de nationalistes, a gagné cette élection. Vous voyez, ça c'est héroïque. C'est à notre honneur en tant que Togolais. Vous voyez, donc il y a des pays où, comme en Côte d'Ivoire à l'époque avec Houphouët-Boigny, qui ont plutôt fait ce que le PDP a fait au Togo. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, Houphouët et autres c'est eux qui ont gagné les élections. Donc Houphouët était devenu le héros et qui a dirigé le Côte d'Ivoire pendant des décennies avant de mourir. Donc je crois que si on considère les choses dans ces proportions-là, on ne va pas juste couper la poire en disant il y avait des nationalistes et des non-nationalistes. Non. Les nationalistes qui ont gagné les élections n'ont pas gagné contre des non-nationalistes, ils ont gagné contre des gens qui prônaient une autre vision de la libération nationale. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Maître Agba, bien Sonia avec Benamia. Maître Agba, Merci beaucoup. vous êtes là? Ah oui, ok, pardon. Merci beaucoup à Dani. Parce que ça met du temps avant d'arriver chez nous. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, maître. Là, c'est bon? Vous m'entendez? D'accord. C'est bon. Nous, Je on vous vous disais entend. que je remercie Dani Aïda d'avoir interpellé sur la nature du Parti togolais de progrès. Oui, je vous entends. Là, c'est bon? C'est bon. Oh, j'ai comme l'impression qu'il y a... Alors, C'est bon ou pas? J'ai comme l'impression qu'il y a un retard. Je pense qu'il y a un retard par rapport à... Oh. Pour cela que j'ai demandé à Arnaud de revenir en Afrique. La connexion n'est pas bonne en France. Et puis, quand nous passons, moi je peux lire les questions qui sont dans les commentaires. Si quelqu'un peut répondre rapidement, la personne peut prendre. Il y a un frère qui s'appelle Fabtech qui demande c'est quoi le nationalisme? Bon, d'abord, moi, je veux régler le problème de Maître Agba parce que je ne sais pas s'il nous entend. Vous êtes là, Maître? Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Oui, je Non, suis là. Vous m'entendez? allez-y, alors. C'est bon. Ok. Pardon, Ok, ça pardon. marche. Alors, vous m'excusez pour ce désagrément. Et donc, je disais que je remercie le grand frère Dani Aïda d'avoir interpellé sur la vraie nature du Parti togolais du progrès. Parce que, déjà, il faut resituer les choses dans l'histoire. Le Parti togolais du progrès a été créé sous l'impulsion de 3 personnes.
il y avait Nicolas Gruniski, Pedro Olimpio et Derman Aeva. C'était comme ça. Donc, Derman Aeva, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est le père de Zarif Aeva, qui est décédé il y a quelques semaines de cela. Alors, ce n'étaient pas des gens qui étaient réfractaires à l'idée d'indépendance. Seulement, ils avaient un rythme qui consistait à dire que nous n'étions pas assez mûrs pour accéder à l'indépendance immédiatement. Alors que le culte et le Juvento disaient qu'il fallait accéder à cette indépendance immédiatement. Cela voudra dire que la loi Gaston Defferre, il l'a foulée au pied. Maintenant, il y a une autre parenthèse avant d'en venir à la question principale. Dani Aïda a évoqué la question de la Côte d'Ivoire. Effectivement, la Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, c'était des progressistes, c'était l'équivalent. Mais il y a une histoire qui est tronquée concernant Sékou Touré. Je pense que nous aurons l'occasion, peut-être une autre fois, de revenir là-dessus, parce qu'on attribue une certaine valeur à Sékou Touré qui n'en était pas une. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, pour revenir à la question principale, qui consiste à savoir s'il y avait des nationalistes au nord, je dirais sans embâche et sans risque d'être démenti que oui. D'ailleurs, je vais vous donner quelques noms. Déjà, en allant vers le nord, si on commence par Sokodé. Sokodé, c'était le fief des personnes comme Djibril Ouréa, déjà en 1947, quand on avait l'Assemblée territoriale togolaise, qui était plutôt en majorité d'indépendantistes. Djibril Ouréa, il y avait Mama Aruna qui était là, qui était du culte aussi, hein? Donc c'était des gens du culte. Et quand on va en pays Kabyé, jusqu'à Pagouda, il y avait Zachary Louki. Zachary Louki, qui était le père de Silver Louki, qui avait fait chemin avec Diobo Boukari, Issa Abdouraouf Touré, qui est encore présent, aujourd'hui. Et donc, tous ceux-là qui ont fait route ensemble, c'est dire qu'il y avait des nationalistes. Maintenant, en pays Bassar, tout à l'heure, on vous a parlé du grand-père de Farida Nabourema. Il y avait aussi le vieux Binkani, qui entre-temps s'était réfugié vers 93 à Sokodé et qui avait subi les affres de Tchassama Issa. Quand je parle de Tchassama Issa, le commandant Olivier Amad doit le connaître puisque c'était un gendarme aussi qui est décédé dans des circonstances un peu troubles. C'est dire qu'on avait des nationalistes. Donc, on ne peut pas réduire le mot nationaliste ou indépendantiste aux seules personnes qui étaient du culte ou à tout le moins aussi du Juvento. Les progressistes aussi voulaient l'indépendance. Maintenant, ils avaient une autre manière de la vouloir qui n'était pas celle qui était partagée par tout le monde. Il fallait aller vers l'indépendance, mais à quel rythme? Est-ce qu'il fallait mûrir encore la situation? Oui ou non? C'était cela. Et pour finir ma petite intervention sur ce point, les événements sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir tout à l'heure sont les événements, par exemple, de Piaodo, avec les martyrs, le 21 juin 57. Lors du jour du marché, quand on avait arrêté une personne du nom de Moupé, et que de là, les personnes s'étaient rebellées, qu'il y a eu des morts, il y a une vingtaine, sachant qu'à la veille, il y avait aussi des événements à Mango, où il y avait eu un mort. Donc, c'est dire qu'il y a des gens qui ont donné jusqu'à leur sang. Et si on remonte encore dans le nord, un peu plus loin, on a eu M. Diagba, on a eu Martin Sankaredia, qui a été entre-temps d'ailleurs après 58 dans le premier gouvernement, en tant que ministre de l'Éducation nationale. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup à dire. Et c'est là d'ailleurs que je tire à boulet rouge sur nos historiens qui sont restés bouche cousue, sans avoir dit vraiment ce que c'est que la vraie histoire du Togo. Bien évidemment, les militaires, les soudards sont venus, ils ont repris tout en main et l'histoire a été occultée. J'espère, et j'espère vraiment que nous prendrons le taureau par les cornes et que nous aurons l'occasion, avant que tous ceux-là ne meurent, les seuls survivants, de rétablir ou de restituer l'histoire togolaise. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup, grand maître. Donc, du coup, il faudrait clairement le dire que le terme nationaliste est très mal utilisé, si on peut le dire comme ça. Moi, jusque-là, je viens d'apprendre énormément de choses parce que moi, pour moi, un nationaliste, c'est vraiment quelqu'un qui voulait l'indépendance du Togo. Ah, Non, bon, Esseni, oui, sur ce point, d'ailleurs, je vais ajouter un point. oui. Quand on parle des élections de 58, ben, il y avait 46 postes de députés à pourvoir. Le CUT avait 29. Le reste avait 17.
Les 17 là, ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas l'indépendance. Il y avait 12 de la région maritime parmi les 29 là. Il y avait 9 de la région des plateaux, mais il y avait 8 qui étaient du nord, pour tout dire. Alors, d'où commence le nord, où finit le nord? C'est la question aussi qui se pose. Il faut s'interroger. Il y a autant d'éléments, en fait. Et parmi les 17 restants, vous pensez qu'ils ne voulaient pas l'indépendance? À un moment donné, d'une manière assez différente de la manière dont la majorité le voulait. Eux, ils supposaient que c'était le colon qui devait nous amener vers l'indépendance parce qu'on n'était pas capable de diriger nous-mêmes ce pays à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est quand on fait le feedback avec tout ce que nous avons eu comme marche jusqu'ici, est-ce qu'on était assez mûrs? Je pense peut-être oui avec Sylvanus Olympio. Il savait où il allait. Mais est-ce que ceux-là qui sont venus après savaient où est-ce qu'il fallait aller? On n'en sait rien. On n'en sait rien. La preuve en est que nous sommes en train de patauger. Très bien. Merci beaucoup, maître. Est-ce qu'il y a des questions, les pays néerlandais? Avant que je retourne à l'autre question, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne les questions qui sont posées dans les commentaires, bon, je pense qu'on va les garder pour la fin, histoire de ne pas perdre le fil de notre questionnaire à nous. Donc, allez-y, si vous avez des questions avant qu'on continue. Non, pour moi, ça va. Je suis... C'est bon, chef canton, pas de questions? Togo Prol. Non, grand sœur, vraiment merci beaucoup et merci aux grands frères qui sont présents ici. Moi, je suis à l'école, donc je considère que je n'ai rien à dire. On est tous à l'école, chef canton. Alors, One Love. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci vraiment aux invités. Et c'est vraiment l'honneur de vous avoir ici. Moi aussi, je suis à l'écoute. Très intéressant et ça nous éduque beaucoup. Donc, j'ai pas de questions pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Voilà. Moi, j'aimerais poser cette question. Je crois que je vais poser cette question directement au grand frère Daniaïda. Est-ce que l'idéologie de Sylvanus Olympio, je suppose que cette idéologie est représentée dans l'entité qu'on peut appeler unité culte. Est-ce que cette idéologie était épousée dans le Septentrion? Est-ce que Sylvanus Olympio était un homme politique apprécié de par sa manière de voir les choses? Sylvanus Olympio était un leader de son temps. Et à l'échelle de l'Afrique, on le comparerait avec beaucoup de modestie, j'évoquerai Julius Nyerere, j'évoquerai aussi Modibo Keïta, là je parle du Mali, Julius Nyerere c'est la Tanzanie, ou dans une certaine mesure à Kwame Nkrumah, parce qu'ils allaient tous dans la même direction à l'époque. Sylvanus Olympio est celui-là qui, en tant que leader du culte, voulait l'indépendance immédiate en disant « Nous sommes prêts à assurer la destinée de notre pays. » Vous voyez? Et en 56, quand le culte et la Juventus ont gagné les élections de 56, les nationalistes ont rejeté la République autonome que le général de Gaulle a proposée au sein de l'Union française en demandant l'indépendance immédiate. Maintenant, qui est Sylvanus Olympio? Ben, c'est un Togolais né d'un père du Sud et d'une mère du Nord. D'une mère venant de Dapan, d'une mère venant des savanes, de la région des savanes actuelles. Corbon-Rouge, je crois, non? Voilà, dans la culture de cette région-là, c'est une culture matrilinéaire. Donc, au même titre qu'il y a des gens du sud du Togo qui peuvent revendiquer Olympio Sylvanus comme étant de leur communauté, mais les communautés des savanes togolaises sont légitimement fondées de revendiquer leur fils. À ce titre, je dirais que les compagnons d'Olympio se comptent dans toutes les localités du Togo à l'époque. Notre territoire de cette période jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'a pas grandi, le territoire n'a pas été agrandi, au contraire, vous savez.
on sait Olympio qui a beaucoup, à un certain moment, il s'est aligné sur la tendance de Leveland, par exemple, qui est aussi un mouvement de lutte pour l'indépendance avec aire culturelle et géographique, ces zones-là où on parle élevé la langue dominante. Ouais, donc, je crois que Olympio, de ce point de vue, en tant que chantre de l'autonomie et de l'indépendance, a été celui qui a caractérisé, disons, l'avancement rapide du Togo vers l'indépendance. Maintenant, la victoire électorale des partis nationalistes Kut et Juvento, avec Sylvanus qui était nommé Premier ministre, et que cela a accéléré le processus vers la souveraineté. Tu vois? Donc, évidemment, quand il a pris le flambeau à partir de 56 puis 58, et tout cela très tôt, hein, je peux dire, c'est juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a émergé, qu'il a commencé donc à s'imposer comme un acteur de premier plan, et en face de lui, il y a les progressistes, ceux qui voulaient les progressistes d'un côté, les nationalistes de l'autre. Mais tout ce monde-là attaché au devenir du Togo. Donc, je crois que de ce point de vue, Olympio, on peut reconnaître que c'est un leader qui était assez visionnaire, qui voulait l'indépendance intégrale, qui voulait un territoire, un pays, une nation à part entière, hein, qui traite à part égale, d'égal à égal avec d'autres nations dans le monde. Il était en compte avec les États-Unis, et il était assez proche de JFK. Comment ça s'appelle déjà, Kennedy, président Kennedy à l'époque. Donc, vous voyez, tout cela démontre la qualité des capacités de l'homme. Et la majorité des Togolais, vous voyez, déjà en 56 et en 58, les Togolais votaient mieux qu'ils ont voté sous le régime Gnassingbé. Parce qu'à l'époque, même sous la contrainte du colon, les Togolais ont voté, leurs voix ont été comptées et on leur a donné l'indépendance. Excuse-moi d'extrapoler ainsi. C'est-à-dire que nos grands-pères maîtrisaient, connaissaient, vivaient mieux la démocratie que celle à laquelle nous autres, on aspire ou on se bat aujourd'hui. Et à l'époque, des gens de l'UCPN, donc l'Union des chefs de population du Nord, que l'administration coloniale a instrumentalisé. Et le PTP qui était modéré, parce que Gruniski face à Olympio, voilà un autre leader qui dit oui, nous on veut aussi que le pays soit libéré de la domination coloniale, mais nous voulons que ça ait un rythme où nous ne perdons rien, où l'administration coloniale nous laisse tout ce qu'il a construit, où ben, nous ne sommes pas redevables de ce nombre de choses. Mais Olympio a dit, écoutez, vous nous avez colonisés, vous aviez tort de nous coloniser, nous sommes capables de prendre notre destin en main, de diriger notre pays, quitter, nous pouvons battre monnaie, nous pouvons gérer notre pays. C'est comme cela que les choses sont passées. Et ça, tout cela qui justifie que jusqu'en 63, le Togo a montré une trajectoire en termes d'autonomie d'État autonome, en voie de modernisation, ce que, comparé quand même à d'autres pays à l'époque, comme le Dahomey, comparé à d'autres pays comme la Guinée, ou encore comme le Congo-Brazzaville, hein, le Togo est un pays qui, à l'époque, était plus viable comme un pays qui pouvait se moderniser. Parce qu'Olympio était un homme assez éduqué, bien formé, qui a fait les meilleures universités de l'époque. Donc, de ce point de vue... Par là, voilà. on peut dire que dans le Nord, Olympio était un homme vraiment apprécié. Bon, ce qu'on peut dire, écoutez, je crois que du côté, si on pose cette question aux gens du Nord et autres, des savanes, je crois qu'ils l'ont pas renié. Sauf qu'il était plus populaire dans la partie sud du pays où son parti, Kut, a eu plus de voix aux élections de 58. D'accord, d'accord. Commandant Oliviama? Oui, je suis là. Est-ce que non, mais toi, à l'époque, Olympio Benyare, Edina non yueria. Okole be eye jateva wodwa. Surtout avec une nationaliste, est-ce qu'il voyait en Olympio cette personne-là, cet homme-là, ce politicien idéal pour permettre au Togo d'avancer, de faire un bond économiquement parlant, de se libérer du joug du colon? Oui, Madame Esseni. Le premier président du Togo était très populaire dans le Nord. Vous savez, à un certain moment,
je pense dans les années entre 50 et 58, il y avait un seul nom qui résonnait dans le nord du Togo. C'était le nom de Sylvanus Olympio. Et il avait des partisans partout dans le nord, dans toutes les préfectures pratiquement. Si vous prenez le nom de Luki par exemple, Antoine Boudjouna, Benoît Palanga, le chef supérieur même des Kabyais à l'époque, Palanga était un ami d'Olympio. C'est pas seulement un ami sur le plan politique, mais un ami d'Olympio. Ok. Et en ce moment, même les gens du Nord savaient que la maman d'Olympio venait de Korbongo, de Dapaon. Donc, naturellement, ils l'ont considéré comme un neveu et c'est ce qui a suscité davantage sa popularité dans le nord du Togo. Vous prenez par exemple les Tsankariga, les Namuro Karamoko, les chefs d'Obli, les Djobo Boukari, Laurent Diagba, et tout ce monde-là. Et quand on les cite, comme ils sont nombreux, cela montre que ce président était vraiment populaire dans le Nord. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, au fil des années, le colon a réussi à implanter un système pour désorienter les fils du septentrion par rapport à l'idéologie d'Olympio, parce que Olympio voulait l'indépendance immédiate. Voilà. Donc, pour conclure, Monsieur Olympio, l'ancien président Olympio, était pratiquement très populaire dans le Nord. Merci. Vous avez abordé tout à l'heure justement la question qui va suivre. Je vais donner la parole au grand maître Abba, mais vous avez abordé tout à l'heure la question là et on l'a prévu. On aimerait savoir quels ont été les grands foyers de résistance, si on peut les appeler comme ça, hein, ceux qui résistaient au nom. Parce que bon, maintenant la question, c'est clair, il n'y a pas eu des Ablorivi dans le Nord. Mais ceux qui résistaient au nom de l'unité, au nom des cultes, quels sont ces grands foyers? Mais en attendant qu'on aborde cela, Maître Abba, vous avez quelque chose à rajouter? Olympio dans le Nord. Oui, c'est vrai que c'est un peu délicat souvent de passer après ces grandes sommités. Donc, j'ai nommé Dani Aïda et Olivier Armand, mais j'aurais quand même une touche à apporter. Le culte était présent dans le Nord. Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même. Et j'en veux pour preuve que quand Sylvanus Olympio faisait ses tournées en allant vers le Nord, il avait des amis. Ça, c'est le premier point. Les gens de Dapaon, il est considéré comme ses oncles. Dani Aïda a eu à le dire, en fait, que c'est matriarcal. Quand on va, parce que ce sont des peuples ici la plupart des peuples sont d'origine Gouroussi dans le nord, en fait, du Togo. Ça, c'est un autre point. Un autre point qu'il ne faut pas occulter, c'est le fait que, tout à l'heure, quand on a cité des nationalistes, en fait, déjà, j'ai eu quelques noms. Il y a Antoine Boudjouna, il ne faut pas l'oublier, le père de Pascal Boudjouna, qui était d'ailleurs chef de circonscription dans le Cloto au moment où Sylvanus était décédé. Et c'était le seul, je dis le seul, parmi les plus proches de Sylvanus Olympio, à avoir appelé à descendre dans la rue et défendre plutôt l'honneur de Sylvanus Olympio, à l'exclusion de toute autre personne. C'est vrai qu'il y a eu quelques groupuscules à Lomé, mais c'était le seul qui s'était fait marquer. Donc, c'est dire que vraiment, il y avait des nationalistes dans le Nord et plus précisément des gens du culte. J'ai eu à vous citer, déjà dès 1947, avec l'Assemblée territoriale togolaise, je vous ai cité le nom de Djibril Ouéa à Sokodé, je vous ai cité le nom de Maman Rouna aussi à Sokodé, par exemple, c'était des gens du culte. Donc là, je raisonne à 11 ans avant que le vote de 58 ait lieu. Ça, c'est un autre point. Un autre point à ne pas négliger, c'est le fait que au moment où il y a eu les votes et que le culte devait l'emporter en 58, mais Derman Naïva et Maman Fousseri ont été battus à plate couture. L'un à Sokodé, donc
chef de l'UCPN, dont je parle de Derman Aeva, et l'autre qui s'était présenté à Bafilo, donc Maman Fousseni, avec l'étiquette de l'éléphant. Mais on disait que c'était le blanc, le bulletin était le blanc. Il fallait voter le blanc. Blanc, cela voudra dire pour l'indépendance et non pas l'autonomie. Et c'est ça qui a gagné. Donc c'est dire que le culte était implanté. Je dois vous dire que Sylvanus Olympio était en avance par rapport à son temps, par rapport à son époque. C'était l'une des rares personnes qu'il faut mettre plutôt dans le sillage des personnes comme Nkrumah, qui avait gagné ses élections en 57 pour devenir Premier ministre d'abord au Ghana avant de devenir ensuite président quelques années après. Julius Kambarage Nyerere de l'autre côté en Tanzanie, ainsi de suite, sont des grandes personnalités comme ça. C'était lui, Sylvanus Olympio, qui avait pensé que l'indépendance c'est bien, mais il faut battre monnaie. Cela voudra dire que l'activité régalienne, qui est celle des finances, devrait être plutôt un poumon de l'indépendance. Par contre, et là, ça a été son péché mignon, l'armée, qui relève aussi des activités régaliennes, il l'a mise de côté parce qu'il estimait que le Togo n'avait pas d'ennemis. Il y avait quelques 1500 personnes qui protégeaient. Il fallait s'en tenir à cela. Et je pense qu'il n'y avait que 300 gendarmes d'ailleurs à l'époque. Il fallait s'en tenir à cela et que ça suffisait. Pour lui, c'était l'économie avant tout. L'armée et consorts, ça pourrait venir après. Je vais dire la défense. Plutôt l'intérieur. Ça s'arrête là. Et c'était son erreur. Parce que il était animé par une certaine candeur qui lui faisait croire que le Togolais était mu par cette idée de prospérité, cette idée d'avancée économique et que le Togolais était prêt à avancer. Je pense que si on avait eu beaucoup de personnes de son acabit, nous aurions avancé comme il faut. Et aujourd'hui, nous serions très très loin. Sauf que malheureusement, même au sein même du culte, et je ne l'occulte pas, hein, il y a eu des erreurs aussi au sein du culte. Quand on parle de Sylvanus Olympio, il faut que nous ayons aussi le courage un jour de nous dire la vérité, comme quoi lui aussi il a commis des erreurs. C'est une évidence. Mais ceci étant, puisque toute œuvre humaine est perfectible, je pense que s'il faut mettre le passif et l'actif, il a plus de choses à son actif. Mettre sur le coup, je ne vous coupe pas la parole, excusez-moi. Exemple d'erreur. Exemple d'erreur. Alors, exemple d'erreur, déjà, je vais remonter à la création du culte. Vous savez que le culte a été créé par Jean-Luc Montagnier d'abord. C'était une association qui devait regrouper des notables, donc les premiers intellectuels. C'était en 1936. Et c'est après que Sylvanus Olympio, qui a été secrétaire général de cette association, c'était une association à la base, a eu l'ingénieuse idée de transformer le culte en parti politique. Mais il faut le dire, à la base, le culte était plutôt animé par l'idée de mettre en avant l'esprit éveillé. Plutôt l'unification des éveils. Est-ce qu'il y a des preuves par rapport à cela? Parce que nous, on entend toujours des gens dire que Olympio voulait faire du Togo une confrérie éveillée. Et donc là, vous êtes en train de le dire, de le confirmer. Mais qu'est-ce qui a mené à dire cela? Y a-t-il des preuves? Y a-t-il eu des actions qui ont amené des gens à affirmer cela? Je vais rectifier un petit point parce que je crains de me faire mal comprendre là-dessus. En fait, c'était une phase de la lutte avec le culte à la base. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans ce sens d'abord, mais quelques temps juste après, ils ont été animés plutôt par la fibre nationaliste qui consiste dans l'indépendance du Togo. Donc, c'est dire que l'événement dont on parle, c'est un fait, c'est une réalité, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était plutôt un fait dans le temps qui est bien antérieur aux idées de lutte pour l'indépendance du Togo. Donc, on ne peut pas résumer la lutte de Sylvanus Olympio à la suprématie ou alors au rayonnement de l'éveil. Non, ça a été un fait qui était rattaché à un moment donné. Mais ensuite, tout de suite, il est passé à autre chose. Sylvanus Olympio, c'est l'homme du Togo du nord au sud. Et il n'était pas dans l'exclusion. C'était un rassembleur. Par contre, il y a eu cette partie-là. Sauf que, un autre aspect qui a été difficile, c'est que ce n'était pas une question de Sylvanus Olympio. Mais vu qu'il y a eu ce petit aspect-là à la base, et qu'ensuite, il y a eu des dissensions au sein du culte. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le sujet aujourd'hui, mais par exemple, au moment où Sylvanus Olympio devait mourir,
il n'était pas plutôt en entente sincère avec certaines personnes du culte, comme Noé Koutsoukouli, par exemple. Ils étaient là entre eux, il y avait des dissensions. Je ne dirais pas que c'est de sa faute, pas du tout. Mais il était animé par une certaine rigueur. D'après ce que moi j'ai appris de ceux-là qui m'ont enseigné, il était animé par une certaine rigueur. Une rigueur qui était mal comprise, ou alors qui était difficilement comprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon dictateur pour ne pas surfer sur les mots? De toute façon, permettez-moi de faire une digression là-dessus. Quand on parle de dictateur, c'est avec notre époque que le mot dictateur est devenu quelque chose de péjoratif. À l'époque de la Rome antique, quand on parle de dictateur, c'est quand il y a un désordre au sein d'une contrée donnée qu'on nommait un dictateur, qui avait donc une sorte de concentration de pouvoir pour un temps donné. Ça peut être 4 ans, ça peut être 2 ans, et il faut mettre de l'ordre de manière à ce que tout devienne positif. Alors, si vous voulez qu'on dise que Sylvanus Olympio était un dictateur, alors je dirais que c'est un dictateur positif. Contrairement à ce que nous avons comme ramassis de va-t-en-guerre et de vauriens que nous traînons aujourd'hui et qui font que notre aspiration pour la liberté et la prospérité est en train d'être retardée. D'accord, très bien. Merci beaucoup, grand frère.